d'abord, le titre de la présentation, c'est quoi? Optimisation du traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Optimisation du traitement de la polyarthrite rhumatoïde veut dire essayer toujours, quel que soit le scénario clinique que vous avez en face de vous, quelle que soit la patiente, de viser la rémission et la low disease activity, et d'optimiser le scénario clinique à partir d'un certain nombre de réflexes qu'il faut avoir tous les jours, faire de l'épargne cortisonique. Éventuellement, on va voir que de plus en plus, il y a une discussion sur ce passé du traitement de fond classique. Quand diminuer ou arrêter le biologique, est-ce possible? Les switches et les rotations, gérer certaines situations à risque et prévenir les effets indésirables. Et je pense qu'on a oublié des choses. Donc optimiser les situations et les scénarios cliniques, c'est beaucoup de choses tous les jours devant une polyarthrite rhumatoïde. Et donc on ne pourra pas faire tout ça. Et on a été un peu subjectif, moi Erdogan, on a choisi un certain nombre de situations. Et vous savez tous que finalement, on a les recommandations internationales, on a les recommandations marocaines, on a les fiches du CRI, et les fiches du CRI et les recommandations internationales et nationales nous dictent un peu nos conduites devant des situations cliniques précises, mais il y a autant de situations qu'il y a de patients. Et le but de présentation pareil, c'est un peu de zoomer sur certaines présentations pour voir comment avancer. Donc on a prévu 5 cas cliniques. Donc la première situation que je vais traiter, c'est la polyarthrite rhumatoïde des seniors, des sujets âgés. Et les buts, c'est de revisiter ensemble un peu les actualités des polyarthrites du sujet âgé. Et on va voir en fait c'est quoi. Et discuter notamment la possibilité ou pas de prescrire les biologiques à partir d'un certain âge, à partir d'une certaine tranche d'âge. Donc je vous présente le Haj Omar, retraité de 68 ans, qui a un diabète équilibré sous ADO. Il a une PR séropositive remontant à 2 ans, sous méthotrexate 20 mg par semaine, plus prédnisone 7,5 mg par jour depuis 1 an. Il rapporte une bonne amélioration initiale qui a duré quelques mois. Depuis 3 à 4 mois, il dit qu'il repart clairement en poussée. Alors son poids est de 68 kg, il a une échelle visuelle conséquente, 12 synovites. En gros, il a un DAS28 à 6,55 qui montre qu'il est vraiment actif. Vous avez le luxe de faire une échographie, vous le faites et vous trouvez une polyarthrite fortement active, corrélée à ce que vous avez vu cliniquement, et vous considérez que le patient est réfractaire au méthotrexate cliniquement, biologiquement, échographiquement. Qu'est-ce que vous faites? Alors d'abord, c'est quoi la PR du sujet âgé? Alors top, je dois appuyer. Oui. Alors, bonjour à tous. Je vous explique rapidement l'utilisation des boîtiers. Vous avez les questions qui s'affichent ici. Vous choisissez le choix que vous voulez. Vous appuyez par exemple 2, 3, puis vous appuyez sur OK. Comme ça, le vote il est pris en compte. D'accord. C'est tout. Si vous avez un seul choix, vous appuyez sur le choix que vous voulez, par exemple 1, puis vous appuyez sur OK. Ça marche? Et le temps, je le déclenche quand? Je déclenche le temps quand? On y va, on déclenche le temps. C'est bon? Bon, il y a des choses à rectifier. Il y a des choses à rectifier, et on va le voir ensemble. C'est un premier essai pour un peu vous échauffer. Alors l'intérêt d'étudier la polyarthrite des sujets âgés, c'est que c'est une population très sous-étudiée, puisque c'est des patients qui sont exclus des études, en gros. L'estimation des registres actuels, c'est que 20% des sujets
en plus de 60 ans. Et il y a eu un zoom sur les dernières années sur ce profil de patients, et notamment de la part de l'industrie, notamment pour voir si ce sont des sujets vraiment candidats à être mis sous biologique. Et je ne parle pas juste de la rhumatologie, également en oncologie et dans pas mal de spécialités, il y a eu un zoom sur ce type de population particulière. Et en fait, selon l'OMS, sujet âgé, c'est 60-65 ans. Sujet très âgé, c'est 75-80 ans. Premièrement. Deuxièmement, c'est une notion qui est corrélée à l'espérance de vie. Vous savez que les espérances de vie sont très variables en fonction des pays. Il faut insister sur l'âge biologique et faire une approche personnalisée. On s'adresse à une tranche particulière où on a des comorbidités, dépression et polymédicaments. Et puis, vous avez tous dans votre cursus acquis les réflexes devant une polyarthrite du sujet âgé, c'est-à-dire souvent c'est dans le cadre d'exploration de l'état général, plus polyarthrite, avec les dogmes de polyarthrite du sujet âgé, notamment d'éliminer le paranéoplasique. Donc un certain nombre de particularités cliniques se dégagent des données récentes, qui rejoignent un peu les anciens concepts qu'on avait. D'abord, c'est que vous connaissez tous la polyarthrite du sujet âgé qui rattrape le temps perdu. Et en fait, c'est des patients qui démarrent souvent en trombe. Le sexe ratio est différent par rapport aux autres polyarthrites rhumatoïdes. Il y a beaucoup de signes généraux et d'œdème. Et puis, on a une atteinte des ceintures. Tout ça est confirmé par les données récentes. Mais on n'a pas beaucoup de données sur le long terme. Malgré le démarrage explosif, à 5 ans, ils ne sont pas plus érosifs que les polyarthrites de tous les jours. Autre notion importante, c'est que le HAQ dans cette tranche d'âge est très difficile à évoluer parce que ce sont des patients de 75 ans qui ont une perte de fonction du fait d'autres comorbidités, du fait de l'âge, etc. Et grossièrement, c'est des patients qui reçoivent beaucoup moins de traitement de fond classique, que ce soit en initiation, mais aussi en posologie moyenne de méthotrexate. Deuxième question. À propos des biologiques dans la polyarthrite du sujet âgé, on a observé plus de cancers solides dans certains registres. Dans les registres, moins de 5% des octogénaires sont sous biologiques. Le niveau de preuve est égal entre les biologiques dans cette tranche. Et la prescription de biologiques augmente ces dernières années. Et le risque infectieux est multiplié par 2. Je vous demande de voter, s'il vous plaît. Alors, il y a toujours du travail à faire. Non, dans les registres, on n'a pas forcément observé plus de cancers solides dans ces populations. Grossièrement, dans les registres, moins de 5% des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, quand ils ont plus de 85 ans et 90 ans, moins de 5% de ces patients sont sous biologiques, effectivement. Le niveau de preuve n'est pas le même dans la littérature entre les biologiques. La prescription augmente et le risque infectieux est multiplié. Alors, il y a eu plusieurs études et rapidement, vous avez une étude Corpus, qui est une étude de suivi de 2 populations, notamment d'une population jeune et d'une population de sujets âgés. Et en fait, ce qui sortait dans ces populations, c'est que ces patients étaient beaucoup moins mis sous méthotrexate et biologique, beaucoup plus mis sous corticothérapie. Vous voyez ici le niveau de comorbidité, bien sûr, de ces patients. Ça, c'est des choses de tous les jours. Alors, il y a eu une reprise un peu récente de la littérature. Je vous en livre rapidement la synthèse. D'abord, les données sont pauvres. Il y a beaucoup plus de données sur les anti-TNF par rapport aux autres biologiques. Il y a une tendance sur les 10 dernières années à l'augmentation de prescription par rapport aux années 2000, donc qui a été presque doublée. Globalement, sur les chiffres, l'efficacité est similaire. On parle de la tranche 60-75 ans. Beaucoup moins de données chutent sur la tranche de plus de 75 ans. Certains registres montrent un petit surrisque infectieux qui n'est pas confirmé par d'autres. Et grossièrement, dans toutes les recommandations, il y a un feu vert de prescription des biologiques, et notamment des anti-TNF, avec une surveillance peut-être plus adaptée.
et surtout lutter contre les peurs et croyances du rhumatologue, parce que ça entraîne une sous-prescription du méthotrexate biologique et paradoxalement beaucoup plus de prescription de corticoïdes, ce qui est paradoxalement peut-être pas le bon geste à avoir. Donc voilà pour la première observation. On passe à la deuxième. Alors c'est un sujet qui n'a rien à voir, c'est le sujet d'actualité de comment faire les stratégies de baisse des biologiques. Et on va un peu prendre pour situation le cas de l'étanercept. Donc vous avez une patiente de 52 ans qui est femme au foyer, qui a une PR ACPA et facteur rhumatoïde positif depuis 6 ans. Elle est considérée comme réfractaire au méthotrexate, donc c'est un échappement formel malgré l'utilisation optimale de ce produit. Elle a été mise sous étanercept depuis 6 mois. Elle se dit très améliorée. Donc actuellement, sous étanercept 50 mg par semaine et métaux 12,5 par semaine, prednisone 4 mg par jour. Elle a un poignet gonflé, une CRP à 10, un DAS28 à 3,5. Donc ce sont des malades que vous voyez bien sûr. Donc je rappelle, elle va globalement bien, elle a une CRP à 10, un DAS 28 à 3,5, une VA globalement bonne, donc réfractaire aux métaux sous étanercept avec une activité pareille, un seul poignet. Qu'est-ce que vous faites? Alors, 1, vous ne faites rien. 2, constatez, elle a un DAS score à 3,5, donc vous constatez une activité, faites automatiquement un switch. 3, agissez sur la corticothérapie, bolus, augmente des intramusculaires de Kenacort, etc. Faites une articulation, une infiltration du poignet gonflé, ou demandez, bien sûr c'est choix multiples, ou demandez une échographie pour évaluation d'activité. Donc qu'est-ce que vous faites? Choix multiples. Ok. Donc en fait, après la première observation critique sur la corticothérapie, personne n'a voulu augmenter la dose de corticothérapie. Et donc j'ai prévu une réponse en nuances de couleurs. Agissez sur la corticothérapie, sachant qu'elle a un DAS 28 à 3,5. Oui, pourquoi pas augmenter peut-être la dose, c'est discutable. Faites une infiltration du poignet gonflé, je pense que tout le monde fera ça, et demandez une échographie pour évaluation d'activité. Donc vous étiez globalement sur les deux réponses les plus probables. Alors, bien sûr, je ne vais pas revenir sur l'échographie, les facteurs prédictifs de l'échographie dans la survenue d'érosion. Juste un petit mot sur la grande polémique actuelle sur le suivi ou pas des malades sous des polyarthrites en réémission ou en low disease activity. Faut-il les suivre ou pas sous échographie? Il y a eu 2 études qui ont démontré que ce n'était absolument pas nécessaire, la surveillance échographique n'étant pas supérieure à la surveillance clinique. Donc ça a été démontré. Donc grossièrement, ce qui est retenu maintenant pour l'échographie, c'est plutôt le diagnostic d'une PR débutante, la définition d'une PR active, de la rémission, mais pas encore de validation dans le suivi ou le monitoring thérapeutique. Donc on revient à l'observation, vous faites une échographie des mains, vous objectivez une synovite cardio-carpienne active, vous réalisez une infiltration du poignet, la patiente se dit très améliorée, vous la revoyez au bout de 3 mois, puis 6 mois, et le sous-étanercept 50 mg par semaine, méthotrexate 12,5 mg par semaine, prednisone j'ai mis 2 mg par jour avec des points d'interrogation pour ne pas aborder le sujet de la baisse de la corticothérapie, ne me posez pas des questions dessus. Après, le profil change, c'est une patiente qui est vraiment en DAS de rémission, VS et CRP, elle a une CRP à 7 et globalement elle va très bien. Donc vous considérez que la patiente est en rémission sous étanercept au bout de 6 mois et vous décidez d'éventuellement démarrer une stratégie de baisse du biologique. La rémission clinique sous-biologique dans la polyarthrite rhumatoïde est de l'ordre de 70% sous anti-TNF à 5 ans.
Les taux sont presque similaires avec tous les biologiques. Elle doit être le plus stéroïde-free, c'est-à-dire sans corticoïdes possible. Les taux sont pareils, les taux de rémission sont pareils, quel que soit l'outil clinique utilisé, DAS28, CEDAI, SDAI, les critères booléens de Lelard, est influencé par l'immunogénicité du biologique. Bon, ça s'améliore. Non, mais le taux n'est pas du tout de l'ordre de 70% sous anti-TNF à 5 ans. Les taux sont pratiquement similaires, on va le voir tout de suite. Bien sûr, ça c'est un réflexe à avoir, il faut toujours sevrer le patient de sa corticothérapie et c'est influencé par le biologique. On a présenté aujourd'hui les résultats du registre marocain, il y a beaucoup de cohortes et de registres qui sont maintenant publiés. Alors ça c'est par exemple japonais. Alors par exemple au Japon il n'y a pas de Rutux, sur leur registre il n'y a pas du tout de Rutux. Et quand vous voyez les différents registres, vous avez en gros 5-6 produits par pays qui prédominent avec des taux de maintenance sur 2 à 5 ans qui sont globalement superposables. On n'a pas pour l'instant de grandes différences entre ces produits. Alors autre question, avant de démarrer la dégression, le patient doit être en rémission depuis au moins 6 mois. Il faut d'abord doser le taux résiduel d'étanercept. Il faut d'abord doser le taux d'anticorps anti-étanercept. Il faut avant s'assurer d'une baisse des ACPA. Vous savez que maintenant il y a une tendance à parler de rémission immunologique. Le méthotrexate peut être diminué après le biologique. C'est bon, on y arrive. Alors, effectivement, on est en train maintenant de dire que globalement, c'est à partir de 6 mois. 6 mois, 1 an, 3 mois, c'est un peu précoce. Donc, en fait, il y a plusieurs études actuellement sur les stratégies de dégression des biologiques. Le niveau de preuve n'est pas très bon. Alors là, c'est une étude, par exemple, qui essaie de voir si doser l'anti-TNF ou ses anticorps, et dans cette situation particulière, l'adalimumab avait un intérêt. Absolument aucun. Il y a des études, l'étude SIMRI, qui est une étude canadienne intéressante, puisqu'ils ont fait baisse du métaux en parallèle, sur des bras où ils baissaient le métaux. Vous savez qu'il y avait une règle qu'il ne fallait pas toucher aux métaux. Et maintenant, il y a des études qui montrent qu'on peut aussi toucher aux métaux, et que ça peut marcher. Regardez, ça c'est les différents bras qui sont presque superposables. Donc on disait, vous considérez le patient en rémission sous étanercept. Bon, j'ai mis prednisone free sans rentrer dans la manière avec laquelle on a supprimé la corticothérapie. Vous décidez de diminuer le biologique. Il est préférable d'arrêter d'un seul coup. Vous envisagez de passer à l'étanercept 50 mg tous les 10 jours, au lieu d'une fois par semaine. Vous envisagez de passer à l'étanercept 25 mg par semaine. En cas de poussée, c'est-à-dire vous êtes en train de faire votre stratégie step down, et le patient fait une poussée, et reprendre le biologique est aléatoire, c'est-à-dire il y a un échappement qui peut être inéluctable. C'est une question. Certaines études ont montré un surplus de progression radiographique par rapport au bras continu. Alors, ils n'ont pas prévu je pense qu'il y a une slide qui a sauté, mais en gros, les slides, c'est 2, 3 et 5. Donc, on y est à peu près. Donc, c'est un peu 2, 3 et 5. Alors, je reviens sur les slides.
c'est pas encore, on parle entre guillemets en off-label, c'est pas encore vraiment en AMM de faire ça, mais il y a des études qui montrent que c'est des stratégies qui peuvent marcher, et des études qui montrent qu'il y a peut-être un surplus de progression radiographique par rapport au bras qui continue, mais c'est vraiment un surplus radiographique minime. Alors il y a plusieurs études, je ne vais pas les détailler, il y a plusieurs études de stratégie des biologiques actuellement. Je vous livre rapidement un peu les enseignements de ces études pour laisser la parole à mon ami Ardouane. Alors, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que 50% des PR sous biologiques sont en rémission. Donc forcément, certains sont surtraités, exposés à un risque inutile. Certains patients sont demandeurs. Il y a un aspect médico-économique certain à diminuer, notamment dans notre contexte. Le plus de preuves qui existent actuellement, le niveau de preuves le plus augmenté, c'est avec les Tanercept et la Delinumab pour les anti-TNF et avec l'Abatacept et le Tossi pour les autres. Alors, commencer la dégression en rémission ou en low disease activity, il est préférable de la commencer en rémission. Dans notre contexte, malheureusement, on n'a pas toujours une vraie rémission clinique et il n'y a pas encore de profit, de réels facteurs prédictifs de succès de stratégie step-down. Le seul facteur prédictif, c'est que le patient soit depuis plusieurs mois en rémission absolue, et notamment sur les critères Euler booléens, c'est-à-dire 0 synovite, 0 CRP, 0, 0, 0, 0. On n'y arrive pas tous les jours. Alors, les résultats, bien sûr, sont variables selon que vous vous adressiez à une PR récente ou établie. Pratiquement tout le monde est d'accord sur qu'il ne faut pas faire d'arrêt brutal, mais plutôt être sur des stratégies step-down. Alors, deux écoles, espacer les doses ou diminuer les doses. Peut-être diminuer de 50% de dose avec des différences minimes et faire un monitoring avec une dégression tous les 6 mois. Si poussé, par contre, retour au palier. Et quand on retourne au palier, quelle que soit la biologique, dans la plupart des essais, le patient reprend sa réponse au biologique. En général, ça se passe bien et ce n'est pas la même chose que pour le méthotrexate. Et donc voilà un peu ma plaque de conclusion sur une stratégie un peu pragmatique. Donc rémission clinique, le patient doit être en rémission clinique. Donc d'abord, est-ce que c'est une PR récente ou une PR établie? Et est-ce que vous avez baissé la corticothérapie, voire supprimé la corticothérapie? Donc une fois que votre patient est vraiment en rémission clinique depuis 3 à 6 mois, depuis au moins 6 mois, pardon, il faut éventuellement voir s'il a une rémission échographique, ce qui est un argument aussi important. Ça va vous faire définir une rémission clinico-biologico-échographique. Et après, vous pouvez démarrer votre stratégie de step-down tous les 3 à 6 mois et réévaluer votre patient par palier. Et si tout se passe bien, il y a des études qui montrent qu'au bout d'1, 2, 3 ans, on peut arrêter. Et au bout de 2, 3 ans, 50% des patients peuvent rester en rémission. Voilà, je vous remercie.